Exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 3 mai 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Célébration ce dimanche de la journée mondiale de la liberté de la presse, une liberté qui laisse à désirer au Burundi. Les partis politiques de l'opposition dénoncent des tentatives de fraude observées dans l'octroi des cartes d'électeurs. Enfin, dans la rubrique Ubaruka, on revient sur la liberté de la presse bafouée au Burundi. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Et M. Steven Yungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue, célébration ce 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée arrive au moment où les journalistes burundais continuent à être malmenés par le régime en place. Et c'est notamment le cas de nos 3 confrères du groupe de presse Iwachu, détenus pour avoir essayé d'enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et les groupes armés. D'autres journalistes ont été également séquestrés au cours de cette année alors qu'ils faisaient leur travail. Quelques cas de journalistes victimes de violations des droits de liberté de la presse avec Onésime Dushimagitz. Le cas le plus récent des journalistes victimes du harcèlement et de violations des droits de la liberté de la presse au Burundi est celui du journaliste Jackson Bahati. Il a été malmené par des policiers le 28 avril dernier alors qu'il faisait son travail au chef-lieu de la commune Rugombo. Ce dernier a été malmené jusqu'à être giflé par des policiers. Il s'agit aussi du journaliste Jean-Marie Vianney Ngendakumana de la radio Isanganiro. Ce dernier était parti avec son chauffeur le 9 avril sur la colline Rukuba en commune Kanyosha de la province de Bujumbura pour enquêter sur les actes d'intimidation contre les membres du parti CNL qui sont devenus monnaie courante sur cette colline. Les deux ont été séquestrés par un groupe des Imbonerakure et les pneus de leurs véhicules ont été défoncés par le même groupe. Nous évoquons également le cas de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu qui totalise 195 jours de détention. Il s'agit de Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Harimana et Agnès Ndirubusa qui ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et les groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel devant la cour d'appel de Nahangwa. C'est prévu qu'ils comparaissent au début de ce mois de mai. Merci à Onésime Dushimagizé. L'on ne peut pas parler de liberté de la presse dans un pays où règne la violation des droits humains, déplore Innocent Mouhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, OPB en sigle. Par rapport à la conjoncture actuelle de la campagne électorale, rien n'est étonnant que la presse soit intimidée par le pouvoir en place, un pouvoir sous lequel des journalistes sont tués, enlevés, emprisonnés, torturés, d'autres en exil. Suivez plutôt Innocent Mouhozi, président de l'OPB. Bon, la situation de la liberté de presse au Burundi est à l'image de toutes les autres libertés et droits. Donc, le droit à la vie n'est pas respecté, les gens sont tués, torturés, enlevés, les disparitions forcées, les viols des femmes, des filles sont monnaie courante. Toutes ces horreurs sont pratiquées par l'État qui est censé être le principal acteur pour protéger les citoyens, pour garantir leur liberté, leurs droits. Et donc la liberté de presse, l'image elle est simple, hein, c'est la nuit du 13 au 14 quand nous avons des différents médias indépendants été attaqués à coups de roquettes, de lance-grenades, de mitrailleuses et qu'ils ont mis le feu à ces différentes stations, qu'ils occupent d'ailleurs pour la plupart jusqu'à maintenant, qui sont occupés par la police. Donc que voulez-vous avoir d'autre comme réponse si vous avez un pays où des médias sont traités de cette manière-là? Et nous avons plus de 100 journalistes qui sont en exil, ou 4 journalistes qui sont en prison pour des délits qui n'ont jamais existé, ou d'autres ont été tués.
Jean Bigirimana, Christophe Nezabahidji et toute sa famille, que d'autres sont tabassés régulièrement, arrêtés, mis en prison, matériel confisqué, etc. Maintenant, aujourd'hui, en période de campagne électorale, d'abord, ce processus électoral est une mascarade. C'est évident pour toute personne sensée que certains des acteurs politiques se plaignent de ne pas avoir accès à la radio-télévision publique. À la limite, c'est presque risible puisque ça fait des années qu'il en est ainsi. Pourquoi est-ce que vous voulez que ça change maintenant en période électorale? Donc, ce n'est pas étonnant. C'est rien de nouveau. Quelle est la situation par rapport aux journalistes en exil? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés? Bon, il y a un peu plus de 100 journalistes qui ont été forcés à l'exil pour sauver leur vie, pour rester en vie, pour ne pas être tués ou être mis en prison ou torturés, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres Burundais. Donc, quand on est en exil, on n'est pas chez soi, donc on a des problèmes d'ordre survie quotidienne, pouvoir travailler, etc. C'est des problèmes qui sont concrets, mais nous avons au moins le privilège d'être en vie, d'être en sécurité et de pouvoir travailler librement quand on arrive à trouver les moyens pour travailler. Ceux qui ont voulu le faire taire n'ont pas réussi parce qu'une fois en exil, tous ces journalistes-là, on se sont remis au travail tant bien que mal, dans des conditions limites. C'est difficile, mais au moins nous sommes libres, nous sommes vivants et c'est déjà ça. C'était Innocent Muhozi, président de l'OPB. 2245 personnes ont été tuées et 595 portées disparues dans tout le pays durant le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est du moins le rapport bilan de la Ligue ITECA sur les conséquences du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ancher Nikoyagidze, défenseur des droits de l'homme et président de cette organisation, cite entre autres parmi les présumés auteurs des crimes les Imbonerakure et certains éléments des forces de défense et de sécurité. Ancher Nikoyagidze. Dans notre rapport, nous revenons sur les différentes violations observées, mais aussi on revient également sur les conséquences sur la vie de la population burundaise dans les différents domaines. Malgré les défis que la LITECA a connus durant cette période, elle a pu documenter 2245 personnes tuées, dont 255 femmes, 597 personnes portées disparues, parmi lesquelles 42 personnes ont réapparu, 1006 personnes torturées, 10 907 arrêtées arbitrairement et 253 victimes de violences sexuelles. Dans notre rapport, nous revenons aussi sur le présumé auteur où la LITECA a pu trouver que les Imbonerakure viennent en tête pour différentes violations, suivies des policiers, des agents du CSNL, des militaires et à un certain pourcentage des membres de l'administration. Ancher Nikoyagidze appelle le gouvernement à se ressaisir et à la communauté internationale à contraindre le Burundi au respect des droits de l'homme et de la démocratie au Burundi. Encore une fois, Ancher Nikoyagidze. On interpelle le gouvernement d'accepter de collaborer avec les mécanismes des Nations Unies, tels que la CPI, l'enquête des Nations Unies qui est en train d'enquêter sur le Burundi. On invite aussi le gouvernement de se ressaisir à militer pour les droits de l'homme et la démocratie, de ne pas faire sourde oreille aux appels des partenaires du Burundi. On recommande aussi aux partenaires du Burundi d'user de leur influence pour faire fléchir le pouvoir en place, afin qu'il milite pour la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Et enfin, on invite la population de ne pas céder et de rester toujours serein. C'était Ancher Nikoyagidze, président de la Ligue ITECA. Dans quelques instants, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Au 6e jour de la campagne électorale pour les élections de mai 2020, Agathon Rwasa, candidat du parti CNL, a bâti campagne en province Ngozi, à l'endroit appelé Kumasanganzira. Léonce Ngendakumana du parti Sahwanya Frodebu était au centre de la province Kirundo. Gaston Sindimo, candidat du parti Iprona, a fait campagne en commune Rugombo de la province Chibitoke. Le candidat indépendant Francis Roero a visité la province Gitega dans les communes Giheta, Mutaho et Bugendana. L'opération de retrait de nouvelles cartes d'électeurs est émaillée de plusieurs irrégularités. Certains membres des partis politiques d'opposition qui se rendent au bureau de vote sont signifiés que leurs cartes ont été retirées mais sans leur avis.
comme cas illustratif ceux des provinces Ngozi et Rumonge. Le délai de retrait de ces nouvelles cartes d'électeurs va prendre fin son lundi. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakote. Une autre catégorie de gens qui n'ont pas eu leur carte d'électeur est constituée de ceux qui sont allés les récupérer, mais qui ont été signifiés que leurs cartes d'électeur ont déjà été retirées. Les mêmes cas ont été révélés dans plusieurs bureaux de vote de la mairie de Bujumbura. Autre irrégularité soulevée par notre source est la possession de 2 cartes d'électeurs par un seul électeur. Certains des responsables du parti CNL contactés crient plutôt à la fraude électorale. Ces derniers parlent aussi des distributions de nouvelles cartes aux gens qui ne s'étaient pas fait inscrire au référendum de 2018, contrairement au code électoral. Signalons que le travail de retrait de ces nouvelles cartes d'électeurs a débuté jeudi dernier et va prendre fin ce lundi. Merci à Marie-Ange Ilakote. L'incertitude de l'issue des prochaines élections au Burundi pourrait faire penser à l'amplification des risques de leur manipulation et d'une nouvelle crise. C'est du moins l'analyse faite par l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Selon cette association africaine, la radicalisation du pouvoir, la brutalité de la répression exercée contre les opposants et les voix dissidentes n'augurent rien de bon pour le pays. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. C'est dans un rapport publié le 16 avril cette année que l'ISS présente ses inquiétudes quant à l'issue des prochaines élections au Burundi. Cet institut présage une crise électorale qui pourrait éclater si des éléments probants plaident en la faveur d'une victoire confisquée du parti CNL. Pour cet institut, le pouvoir mise davantage sur la neutralisation de ses adversaires politiques. Ainsi, l'ISS trouve que ce pouvoir est conscient de la crise socio-économique que traverse le Burundi et du mécontentement croissant de la population à l'égard du régime CNDD-FDD. Dans un tel contexte, l'ISS indique qu'il est fort improbable que le parti de Pierre Nkurunziza favorise un environnement propice à des élections crédibles. Le scénario le plus plausible pour l'ISS est d'en dicter l'issue dans un climat d'intimidation et de répression à l'endroit de son principal concurrent, le CNL. L'Institut d'études de sécurité prédit qu'il est difficile d'envisager une victoire écrasante de l'un ou l'autre des partis CNDD, FDD et CNL, tant a priori que les résultats des différentes élections devraient être serrés. Or, l'ISS réalise que, sauf énorme surprise, la CENI devrait proclamer la victoire du candidat du CNDD, FDD à la présidentielle et des scores élevés pour la même formation politique aux 2 autres scrutins à même de lui assurer une majorité confortable au Parlement. Le pouvoir semble exclure toute défaite, conclut l'ISS. Agathon Rwasa, président et candidat du parti CNL, a répété plusieurs fois que son parti n'est pas prêt à accepter des élections non crédibles, rappelle l'ISS. Merci à Éloge Divin Remecha. Dans notre série de reportages sur les projets de société de différents candidats aux prochaines présidentielles, aujourd'hui, nous vous parlons du programme présenté par le parti CNL. Josiane Mouzanez. Dans ce projet de société présenté par le CNL, nous reviendrons sur 3 grands volets. Le premier concerne l'implication de la population dans la prise de décision, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, du moins selon Agathon Rwasa, leader de ce parti. Depuis les années 80, on parle de remettre le pouvoir au peuple. Mais en réalité, ils n'ont fait que morceler le pays en provinces et communes. Tenez, aujourd'hui le Burundi a 18 provinces. Le Congo, lui, qui est 80 fois plus grand que le Burundi, n'en a que 11. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Au fait, ils n'ont fait qu'enrichir leurs militants, car tout l'argent qui devrait être utilisé pour développer les communes et les provinces part dans les salaires. Et ces gens ne sont malheureusement que des figurants. Prenez par exemple les conseils communaux. Ils votent des projets, mais le travail s'arrête là, car on les écarte dans la mise en application de ces projets. Donc, nous préconisons qu'il y ait uniquement 5 provinces. kazira abandi urumva rero twebwe ko tuyumvira nuko hoba intara nka 5.
Le deuxième volet concerne l'harmonisation des salaires en tenant compte de l'évolution et de l'économie du pays, ceci en vue de rehausser le pouvoir d'achat de la population en général et des fonctionnaires en particulier. Les salaires sont très insuffisants et quand tu donnes à quelqu'un des miettes, tu le pousses à se chercher un autre moyen pour subvenir à ses besoins. Il va donc exiger des pots de vin pour rendre un service, etc. C'est pour cela qu'il est plus qu'urgent d'harmoniser les salaires dans notre pays pour permettre aux fonctionnaires de joindre les deux bouts du mois. Un accent particulier a également été mis sur le secteur agricole, un des piliers du développement du pays. Nous savons tous que plus de 90% de la population burundaise vit de l'agriculture. Le pays ne peut donc pas se développer s'il met de côté ce secteur. Et ce secteur ne peut pas prospérer aussi longtemps qu'on utilise la méthode archaïque de nos ancêtres, à savoir la houe. Il est vrai que l'espace cultivable est très réduit, mais avec de la volonté et une bonne organisation, on peut augmenter la production. Pour rendre effectif ce projet, le parti CNL préconise le travail en association, ce qui rendra possible la disponibilisation des tracteurs afin de permettre aux agriculteurs de s'autosuffire. Merci à Josiane Mouzaneza. Dans quelques instants, la rubrique Uwahouk. La rubrique Uwahouk de ce dimanche revient sur la situation de la presse burundaise en cette journée dédiée à la liberté de la presse au monde. Les journalistes et prestants au Burundi témoignent de la non-indépendance des médias et journalistes burundais. Et une situation qui reflète le type de régime qui gouverne le pays. Un régime dictatorial, convergent nos intervenants. La rubrique Uwahouk vous a été préparée et vous est présentée par Inès Gakit. Le 3 mai est la journée dédiée à la liberté de la presse au monde depuis déjà 27 ans. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Le Burundi est l'un des pays qui se disent démocratiques. Qu'en est-il alors du respect de ce principe démocratique au Burundi ? La rubrique Uwahouk de ce 3 mai a accordé la parole à différentes catégories de journalistes burundais, ceux prestant encore au Burundi, ceux travaillant de l'exil, ainsi que des journalistes burundais qui évoluent sur d'autres continents. À la présentation, vous êtes avec Inès Gakiza. À toutes et à tous, bienvenue. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Et cette Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Au Burundi, des journalistes sont tués, kidnappés, malmenés et emprisonnés et environ une centaine ont été contraints à l'exil depuis déjà 5 ans. Les journalistes exerçant encore au Burundi parlent d'une presse agonisante. Leurs voix ont été modifiées pour des raisons de sécurité. Moi, je suis de ceux-là qui considèrent que la situation de la presse au Burundi est à l'agonie. Bien sûr, il y a beaucoup de radios au Burundi. Certaines de ces radios sont nées après 2015. Et ces médias-là, ils travaillent, ils émettent sur tout le territoire national, mais il y a des sujets qui ne sont pas couverts, alors qu'ils sont des sujets vraiment très importants. Les journalistes, bien sûr, je sais très bien, il y en a qui peuvent avoir cet esprit d'enquêter. Ils ont des informations, vraiment des informations crédibles, mais ils ne peuvent pas oser publier ça. Sinon, au contraire, vous les entendrez un jour disparaître comme les autres. Les obstacles que nous rencontrons quotidiennement dans notre travail, il y a d'abord le manque de sécurité et l'insécurité. Aujourd'hui, tu pars sur le terrain en ayant un peu peur en toi. Je donnais les exemples, nos collègues du journal Iwachu qui ont été emprisonnés alors qu'ils étaient en train de faire leur travail. Et le journalisme demande d'arriver sur le terrain pour vérifier réellement les faits
Nos collègues ont été emprisonnés pour cela. Il y a aussi nos collègues de la radio Isanganiro qui ont été malmenés alors qu'ils étaient sur leur travail. Donc cette insécurité, ça entrave notre métier. Un autre obstacle que je pourrais dire, c'est cette manque de liberté. Avoir peur d'exprimer, avoir peur de parler, de plaider pour la population burundaise, alors que c'est notre devoir de dire ce qui ne va pas dans le pays. Alors, c'est vraiment un grand défi pour le métier du journalisme au Burundi. Le ministère de la Communication et le Conseil national de la communication ont instauré une carte de presse. Il est exigé à tout journaliste burundais d'avoir une carte de presse pour pouvoir circuler et couvrir les informations. Et ça fait plus d'une année qu'on a lancé l'information qu'il fallait payer de l'argent, qu'il fallait fournir des documents pour avoir la carte de presse. Plusieurs journalistes se sont fait enregistrer au CNC. Ils ont fourni des documents. Bien sûr, certains d'entre nous avons eu la carte, mais plusieurs journalistes, ils n'ont pas encore eu des cartes de presse. Quand bien même nous avons eu les cartes, nous savons très bien qu'il y a eu des calculs politiques. Et certainement, ça doit avoir des liens directs avec le processus électoral en cours. Cette situation qui prévaut actuellement au Burundi est le résultat d'une détérioration progressive, ajoute Alexandre Niyongeko, président de l'Union burundaise des journalistes et en même temps un des journalistes burundais prestant de l'exil. En cette occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le constat que nous faisons, c'est un constat amer. Constat amer d'une situation de la liberté de la presse qui est malmenée, une presse qui subit les plus affreux assauts du système politique burundais. Durant les 15 dernières années, je dirais que la presse n'a jamais eu de répit. Des journalistes tués, des emprisonnements, des journalistes malmenés, des médias détruits, une centaine de journalistes forcés à l'exil. Je ne trouve pas de mots pour qualifier cette situation qui n'avait jamais eu lieu dans notre pays. Il faut le dire que les responsables de cet état de fait s'enorgueilliront que pour une fois dans l'histoire burundaise, les médias ont connu les plus affreux attaques qu'on n'a jamais connues. C'est amer comme je le disais, mais aussi c'est regrettable. C'est regrettable que cela puisse arriver au moment où on se disait que nous sommes dans un pays qui se voulait être démocratique, puisque finalement on se retrouve très très loin en arrière, surtout lors des systèmes autoritaires et autocratiques. Et vous savez très bien ce qu'une presse qui se veut libre et indépendante endure lors de ce système autoritaire et autocratique. C'est cette situation qui est là que nous pouvons déplorer et qualifier d'amère, comme je le disais, et de désagréable. Le Burundi a reculé de 35 places en 15 ans, selon le classement de Reporters sans frontières, en ce qui est de la liberté de la presse. Le président de l'UBJ l'explique par la mauvaise gouvernance qui nulle part ne cohabite avec une presse libre. Jamais la mauvaise gouvernance ne peut côtoyer une presse libre et indépendante sans mal à cette dernière. Et c'est clair qu'effectivement, toutes les menaces, toutes les attaques auxquelles font face le métier de journalisme est en rapport avec cette situation de mauvaise gouvernance. Bien évidemment, les auteurs de cela, ils oublient que ce qu'ils font s'inscrit dans l'histoire et que, bien évidemment, ils en répondront. C'est une page de l'histoire qui ne peut pas s'effacer. Elle reste gravée aussi bien dans la mémoire des gens, mais aussi bien dans les écrits. Comme je le disais, effectivement, cohabitation entre mauvaise gouvernance et presse indépendante ne peut jamais être là sans victimes. Et les victimes, c'est toujours bien évidemment les journalistes, mais fin de fin, les choses vont changer. Ce n'est qu'une question de temps. Même explication chez Eric Manilakiza, journaliste burundais qui vit aux États-Unis. Eric Manilakiza qualifie la presse burundaise de presse déterminée malgré des conditions difficiles de travail. La presse burundaise elle fut un moment où elle jouissait d'une liberté extraordinaire. La presse burundaise, dans son ensemble, était beaucoup respectée, appréciée, enviée de l'extérieur.
Et c'est une presse qui a beaucoup contribué dans le développement sociopolitique et économique du pays. Aujourd'hui, le contexte est très compliqué parce que plusieurs journalistes ont fui le pays. Ceux qui sont restés au pays doivent se censurer ou respecter des ordres d'en haut. On le sait, la censure tue une presse libre. Comment expliquer cette situation? C'est très simple. C'est parce que le pouvoir veut contrôler l'information. Ce n'est pas seulement dans le contexte burundais. On le voit également ailleurs où on a moins de liberté, où la justice n'est pas indépendante, etc. La presse burundaise, aujourd'hui, je dirais que c'est une presse déterminée, une presse qui prend beaucoup de risques, une presse qui essaye de fonctionner malgré les conditions de précarité. C'est une presse qui est aussi solidaire, ça il faut le souligner. L'encouragement et le message lancé par nos intervenants en cette journée dédiée à la liberté de la presse, surtout aux 4 journalistes du groupe de presse Iwachu emprisonnés depuis plus de 6 mois. Alexandre Nyungeko, président de l'UBJ, interpelle également ceux qui veulent détruire la presse burundaise qu'ils se ressaisissent en commençant par la libération de ses collègues. Le message que nous pouvons lancer à nos confrères, à gauche, à droite, c'est un message de solidarité malgré les affres que nous connaissons. Et surtout, c'est un message de soutien à ceux qui endurent surtout la prison. Et là, je dis bien nos collègues du journal Iwachu qui croupissent en prison pour n'avoir commis aucun crime, si ce n'est qu'ils ont voulu faire leur métier. Nous leur souhaitons bonne force et surtout de rester debout malgré cette situation dans laquelle ils vivent. Et nous adressons aussi un message à tout le monde, à tous les journalistes, aussi bien en exil que dans le pays, à tous ceux qui endurent les différents soubresauts pour faire leur métier, pour leur exprimer cette solidarité et ce soutien indéfectible à tous qui font leur métier de manière professionnelle. Mais aussi, c'est un clin d'œil à ceux-là qui veulent jouer avec le feu, ceux qui veulent accompagner les attaques à la profession, ceux qui veulent accompagner ou ceux qui accompagnent même la conduite aux enfers de la profession, qu'ils le sachent bien que l'histoire ne leur en pardonnera jamais, moins encore les collègues. Nous réitérons encore une fois notre appel vibrant pour la libération de ces confrères qui sont en prison. Nous lançons encore un appel vibrant, que ce soit à la justice, que ce soit à toutes les autorités qui ont quelque chose à faire, de libérer nos camarades, nos collègues, parce que ils n'ont commis aucun crime. Leur place n'est pas en prison, leur place c'est dans leur famille, c'est dans leur métier. Ce n'est pas seulement au Burundi, comme vous l'avez entendu, le journalisme subit un peu partout au monde de nombreuses pressions de la part d'acteurs qui tentent de s'accaparer ou d'intimider les médias afin d'entraver les journalistes dans leur travail quotidien et ce faisant d'influencer la circulation de l'information. Dans le classement 2020 de RSF, le Burundi a été classé 160e sur 180 pays concernés par le dit classement. En 2005, il était 125e sur les 180 pays. Donc que nous mettons point final à la rubrique Wauka de ce 3 mai 2020. Merci de nous avoir écoutés. Merci également à tous nos intervenants. Une pensée spéciale à nos collègues Christine Kamikaze, Terence Agnès Ndirubusa en détention à la prison centrale de Bubanza, arrêtés alors qu'ils se rendaient sur terrain exercer leur métier de journaliste. Courage à eux ainsi qu'à tous les journalistes burundais. Au revoir et à la prochaine. Les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ubahuka.
Merci à Inès Gakiza pour cette rubrique Uwahuka, et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 3 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute, merci à toute l'équipe de la rédaction, merci à MSTV Nyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez une soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.